on va pas se cacher, on va pas faire fou fuyant ici. Les coûts des produits touristiques en Côte d'Ivoire sont pas pour le peuple ivoirien. Ça, parce que c'est la question qui nous revient de plus en plus sur les réseaux et partout. On nous dit qu'il est beaucoup plus cher de visiter, pour un Ivoirien de visiter la Côte d'Ivoire qu'aller à l'extérieur du pays. Pourquoi est-ce que ces coûts-là ne sont pas maîtrisés et ne sont pas alignés sur les réalités ivoiriennes? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vécu. Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans le monde du tourisme, de l'écotourisme, du développement et la valorisation culturelle. On va présenter aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ses potentialités, ce qu'on doit vendre à ceux qui viennent de l'extérieur et ce dont doivent profiter ceux qui y vivent. Ici, sur ce plateau, je ne serai pas seul pour aborder ce sujet. Je reçois quelqu'un qui maîtrise le domaine, qui y travaille et qui le promeut tous les jours. Daouda Diakité est promoteur de Dipro Trip, une agence spécialisée dans le tourisme, dans l'écotourisme. Il est diplômé du secteur. On va lui poser la question et il va tout nous dire. Bonjour Daouda, merci de nous rejoindre sur le plateau de Vécu. Merci à vous de m'accueillir sur le plateau. C'est avec immense honneur et joie que je partage ce plateau, de parler d'un sujet qui me passionne nuit et jour. Donc, et qui passionne aussi tous les Ivoiriens. Exactement. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on va faire quand même, on va regarder ton parcours, regarder toutes tes motivations qui t'ont poussé justement à promouvoir ce secteur. Tu le disais à l'entame, tu es diplômé du tourisme, c'est quoi exactement? Exactement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu dans le secteur par passion. De base, je suis auditeur interne en finance islamique et j'ai switché parce que voilà, la passion a pris le dessus. Donc du coup, je me suis fait former. Donc j'ai un MBA aujourd'hui de l'Université de Case Academy en développement produits touristiques spécialisé en écotourisme. Alors, l'écotourisme, c'est une toute autre forme de voyager, voyager de manière beaucoup plus responsable en prenant en compte la fragilité de la biodiversité dans laquelle on est. Donc on ne va pas jeter les déchets, on va faire plus attention à la communauté. Et en plus de cela, on collabore directement avec les riverains. Donc ça crée une économie circulaire. Dipotrip, ça naît de ma passion. Voilà. Je suis diplômé, j'ai un MBA en développement produits touristiques. Après une reconversion, bien sûr, puisque je suis de base auditeur interne. Donc avec Dipotrip, l'objectif, c'est de faire la promotion des sites à forte capacité ou à forte préservation dont la biodiversité est encore intacte. Donc on va aller sur des niches telles que la forêt primaire de Taï, on va aller à Indie River Lodge, on va aller dans les cascades d'Amman, on va faire le mont Nimba, on va aller dans les îles Éotilées. Donc vous verrez que l'essence même de Diprotrip, c'est la promotion, la préservation. Écoutez, c'est un magnifique site. Voilà comment on l'a préservé. Venez découvrir. Très bien. Notre contenu a un but informatif. On entend généralement l'amalgame entre voyager et puis faire du tourisme. C'est quoi la différence? Alors, c'est tellement bien dit. Voyager, ça rentre dans une toute autre forme. Verbal d'abord, c'est l'action de se déplacer. Parce que quand on parle de tourisme d'abord, il faut qu'il y ait un mouvement d'un point A à un point B. Donc l'objectif peut être celle qui va mettre la différence. Donc je voyage pourquoi? Lorsque je vais à des raisons de loisirs, de découverte, d'immersion culturelle, là on est dans du tourisme. D'accord. Voilà. Lorsque l'objectif c'est d'aller pour signer un contrat, de faire des meetings, des rencontres, l'étude de marché, on est dans du tourisme d'affaires. On peut simplement dire que je voyage dans l'objectif d'aller faire des affaires. Quand on va pour des raisons familiales, parce qu'il y a un décès et qu'on sort et tout, ou qu'on part tout simplement dans sa région natale, là on effectue un voyage. Mais du moment que l'objectif intérieur est de se satisfaire via le loisir, via la détente, via la découverte, on est dans le tourisme, on est dans une consommation. Alors aujourd'hui, on a de grandes tendances donc en termes de tourisme. Tout à l'heure, tu nous as donné la définition de l'écotourisme et du tourisme d'affaires. Mais on a aussi le tourisme de luxe. Oui. C'est quoi cette tendance-là? Cette tendance-là, est-ce
que c'est une tendance, elle a toujours été là. Faudra savoir que dans la consommation, on a un profil d'individu qui va s'intéresser à ce qui est ultra prisé, mais qui est totalement lié à une appartenance à un cercle de personnes, à un groupement de personnes. Donc, toute la population, tout le reste du monde ont des fois des difficultés à avoir accès. Donc, je vais dire par exemple, on fait du safari. Généralement, c'est là qu'on a beaucoup plus de touristes de luxe parce que les gens veulent voler en montgolfière, veulent déjeuner avec des girafes dans le dos, veulent dormir dans des penthouses avec des piscines débordantes. Donc, du coup, ce tourisme-là va être un tourisme qui est orienté vers une population qui a énormément de moyens qui dépense et qui peut sans se le compter. permettre. Voilà. Dans le tourisme de luxe, il n'y a pas de prix. Très Voilà. bien. L'objectif, c'est de satisfaire le besoin. Quelconque la volonté, quelconque la vision du client, c'est de réussir à le satisfaire. Mais ça va aller dans des prospections ou ça va aller dans le détail. C'est le détail qui va faire la différence. On n'aura pas découvert en acier inoxydable ou juste en argent. On aura par exemple découvert en or ou inséré de diamants ou de voilà, on va dormir dans des endroits à couper le souffle, mais qui sont dans des lieux emblématiques, dans des lieux quand même inédits. Donc le tourisme de luxe va répondre à toute forme de détail qui vient créer l'absolu et l'émerveillement. Très bien. Alors, c'est bien entendu tout ça. On va revenir au domaine, donc à la source. Oui. Et ici en Côte d'Ivoire, comment se porte le tourisme ivoirien? Alors, le tourisme ivoirien se porte bien. Voilà, je le dis. Le bien est dit Je le relativement. je le dis avec des mots maîtrisés parce que nous sommes à l'étape embryonnaire. Comme je le dis et je le redis partout. Nous n'avons pas atteint une maturation, nous n'avons pas encore une destination attractive, comme le pourrait être le Maroc, la Cape Town, Johannesburg, certaines villes dont aujourd'hui on peut citer dans les tops des destinations. Alors, le tourisme en Côte d'Ivoire se fait de la place et ça se porte bien. Très bien. Il nous revient que, en fonction justement des offres qui sont proposées, on a plus ou moins une proportion de nationaux et de ceux qui viennent de l'extérieur. En tant que spécialiste, quand tu regardes le secteur, aujourd'hui, en termes de fréquentation, en termes de consommation, donc des produits du tourisme, quelle est la proportion entre les nationaux et ceux qui viennent de l'extérieur? Quelle est la proportion qui profite vraiment du tourisme ivoirien? Bon, on est Donc, c'est vraiment d'un point de vue quantitatif, hein. Oui, quantitatif et qualitatif aussi également parce que On parlera de la qualité, mais pour l'instant, en termes Ok, de en termes de quantité. quantité, la Côte d'Ivoire c'est plus d'1 million de visiteurs. Déjà c'est exceptionnel. La politique de Sublime Côte d'Ivoire c'est de viser les 5 millions de visiteurs à l'objectif 2030. Sublime Côte d'Ivoire, Oui. c'est quoi Sublime Côte d'Ivoire? Je reviendrai. Ça Donc marche. du coup, ça veut dire que quoi? Ça veut dire on a plus des demandes qui sont axées sur le marché extérieur. Voilà. Donc, on a beaucoup plus de gens qui viennent de l'extérieur, qui visitent la Côte d'Ivoire que les nationaux. Exactement. Les nationaux n'ont pas encore la culture du tourisme. Ça, faut le dire clairement et franchement. Les Ivoiriens n'ont pas encore la culture. Donc, les Ivoiriens du se tourisme. contentent de voyager. Ils Les ne font Ivoiriens pas se encore de contentent de tourisme. voyager, d'aller à des fêtes d'hiver liées à la vie en communauté. Aller à un mariage, aller à des obsèques, Voir la aller famille. parce que voilà, on a acheté un terrain, on fait de la plantation, donc il faut aller. Voilà. Mais concentre tout son loisir sur tout ce qui est subsistance. Pour le moment, on n'est pas encore un peuple consommateur. Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique le fait que les Ivoiriens sont pas très consommateurs de l'offre touristique. D'abord, il y a la promotion, il y a l'information qui n'atteint pas déjà la population. La population, même, elle n'est pas consciente de tout le potentiel touristique qu'elle a. Ça, c'est important de le dire. Deuxièmement, qui met un frein, ce sont les coûts. Voilà, on ne va pas se cacher, on ne va pas faire fou-fuyant ici.
les coûts des produits touristiques en Côte d'Ivoire ne sont pas pour le peuple ivoirien. Ça, parce que c'est la question qui nous revient de plus en plus sur les réseaux et partout. Mhm. On nous dit qu'il est beaucoup plus cher de visiter, pour un Ivoirien de visiter la Côte d'Ivoire qu'aller à l'extérieur du pays. Pourquoi est-ce que ces coûts-là ne sont pas maîtrisés et ne sont pas alignés sur les réalités ivoiriennes? Bon, déjà, ça, c'est pas vrai. Les coûts pour visiter les sites touristiques en Côte d'Ivoire et les coûts pour visiter les sites touristiques ou faire du loisir à l'extérieur, c'est pas comparatif. Parce que déjà, sortir de la Côte d'Ivoire, ça nécessite un vol aérien. Et les vols aériens, la tarification, ça va forcément correspondre à un coût de consommation ici. Du moment que vous arrivez à sortir de la Côte d'Ivoire et faire vos touristes extérieurs, c'est que vous avez les moyens, monsieur, vous pouvez les faire chez vous. Mais ce qui fait qu'on est dans du comparatif, c'est par rapport à la qualité du service et c'est par rapport aussi qu'il y a une classe de population qui n'ont pas ces moyens d'acquisition-là. Je m'explique. Si vous voulez faire un week-end à Grand Bérébi, vous allez voir que les hôtels vont tourner autour de 50 voire 65 000 et même plus. Donc on va démarrer déjà avec un coût qui part soit sensiblement au SMIC ou au-delà du SMIC. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans un pays où le SMIC est à 75 000, avoir des chambres d'hôtel qui démarrent à 50-65 000, c'est pas excessif. Donc déjà, c'est un frein déjà parce que en plus de l'hébergement, il y a déjà le transport. Et le coût du transport en Côte d'Ivoire reste encore élevé. Et le coût de l'hébergement, ça démarre pour des sites qui sont dans des endroits avec une forte tendance biodiversité, balnéaire ou consort et tout, démarre à partir de ce SMIC-là, sans compter les frais de repas, etc. Et tout. Donc du coup, ce sont des offres qui ne sont pas calibrées et qui ne sont pas malheureusement pour le peuple ivoirien. Donc il faut le dire clairement. Donc aujourd'hui, on a des offres qui sont calibrées pour ceux qui viennent de l'extérieur, pour le tourisme de ceux qui viennent visiter la Côte d'Ivoire. En gros, moi j'ai envie de dire que le tourisme, il revient cher tout court. Parce que même pour ceux qui ont les excursionnistes, les voyagistes, les hommes d'affaires, bon, on les laisse déjà sur notre catégorie de personnes. Mais des backpackers ne vont pas dormir dans ces hôtels-là. On a des gens qui vont aller plutôt sur du camping ou vont juste dormir dans des hôtels. Même quand on part sur du camping, aujourd'hui on a des structures qui organisent justement ce genre de moments-là, d'événements. Mais les tarifs proposés, rien que pour du camping, c'est exorbitant. Pourquoi est-ce que c'est cher de voyager? Enfin, pas voyager, mais pourquoi est-ce que c'est cher de faire du tourisme? Pour faire du tourisme en Côte d'Ivoire, c'est cher tout simplement parce qu'on n'a pas des infrastructures calées. Donc d'abord, Vous les verrez freins, les coûts, ensuite les infrastructures. Ensuite, qu'est-ce qui va déterminer, quand tu fais la cotation touristique, qu'est-ce qui va déterminer ta cotation touristique? C'est déjà l'agence, elle va mettre déjà tous ses frais de mission qu'elle a fait de repérage, etc. Les billets, l'hébergement, la restauration, le logement. Et puis ça marge, bien entendu. Marge, bien entendu, les frais d'agence touristique. Donc, pour revenir à l'élément essentiel, pour pas qu'on se perde, quand on parle des infrastructures, dans certains pays, vous avez des offres beaucoup plus abordables parce qu'il y a différents types de logements. Vous avez des auberges de jeunesse, vous avez des sites de camping adaptés qui sont là toute l'année, qui sont des sites de camping. Vous avez des lignes de Marriott, vous avez un large choix de logements dont les coûts sont étudiés pour des saisons bien précises, pendant la saison basse et la saison, la haute saison. Ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une homologation des tarifs, ça c'est un. Le coût du transport, il est cher. La cotation touristique va prendre tous ces éléments, ensuite va mettre l'image si vous passez par une agence. Donc, il faudra savoir que vous n'aurez pas une offre pour un Ivoirien. Là, donc on en arrive à la question des coûts plus bas que le SMIC. Donc on arrive à la question de la réglementation et des réalités du marché. En termes de réglementation, qu'est-ce qui est fait en Côte d'Ivoire justement pour permettre aux Ivoiriens de profiter des sites touristiques? Alors, en entame, j'ai parlé d'information. J'ai dit, des fois, l'information claire et l'information propice est ce qui va stimuler l'envie à l'Ivoirien d'aller à la découverte de son pays. Des fois, cela ne se fait pas. Et dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, qui est une stratégie élaborée par le cabinet McKinsey en partenariat avec le ministère du Tourisme, il y a eu beaucoup de capsules qui vont permettre aux Ivoiriens de connaître leur pays, que ce soit et les Ivoiriens et les consommateurs à l'international. La première niche de marché de la destination Côte d'Ivoire, c'est le marché européen.
Donc, ce cabinet-là a mis une stratégie en place et d'abord pour résoudre le problème d'information, il y a eu des capsules informatives, c'est-à-dire du contenu spécialisé pour le secteur touristique, pour la promotion de la destination Sublime Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le renforcement des capacités d'hébergement. Il faudra savoir qu'avant la CAN, on était à des couches où des taux étaient faibles. Pendant la CAN, on a vu que des hébergements ont été mis à disposition. Donc à San Pedro, à Abidjan, à Korogo, il y a eu des hôtels Cannes aujourd'hui qui vont rétrocéder à des compagnies pour pouvoir faire la gestion. Donc ça va venir augmenter le taux de couchage en termes d'hébergement dans l'hôtellerie. Maintenant, il y a maintenant l'homologation, c'est-à-dire une politique qui va être mise en place pour permettre aux Ivoiriens de bénéficier de produits touristiques. Donc, ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, quand on est des promoteurs qui savent scaler leur business sur un calendrier bien défini, que pendant la haute saison, des tarifs qui vont permettre aux gens qui sont amoureux du tourisme de luxe, qui veulent des commodités bien adéquates et consorts et tout, de pouvoir être là et s'offrir Et en basse saison, et en justement, basse une autre saison, avoir politique. une autre politique bien axée pour emmener les locaux à aller découvrir leur pays, à avoir des hébergements Parlons de tout locaux. À inclus. l'entame de l'émission, tu m'avais parlé de la nécessité justement de former les collectivités locales à la culture du tourisme, à comment vendre le pays. Est-ce que tu peux revenir là-dessus pour ceux qui Oui, nous regardent? ça c'est vraiment très important. Ça, Mhm. c'est l'un des piliers de l'écotourisme, surtout chez nous. Alors, à Dipotri, lorsque nous travaillons une destination, nous ne la travaillons pas en restant à Abidjan, nous la travaillons en mettant au cœur de la politique de promotion ou la politique d'installation ou d'enfin des centres touristiques la communauté locale. Donc, écoutez, on va dire, nous, on fait de l'écotourisme. Quand les touristes ils viennent, il y a la manière d'accueillir le touriste. Donc, on va les aider. Qu'est-ce qui vous caractérise? Comment est-ce que vous accueillez les gens? Ça l'est partout. Et c'est ce qui fait le charme du tourisme. D'ailleurs, tu m'expliquais une anecdote. Quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as pris un taxi ivoirien. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que c'est intéressant, il faudra que les gens, Je les reviens gens dessus, sachent. mais laisse-moi aller au bout de ce que je l'ai dit, l'hospitality. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est le pays de l'hospitalité. Et cela va démarrer à partir de l'accueil, la manière d'accueillir. Et généralement, ceux qui ont cette manière authentique d'accueillir, ce sont les communautés, tu vois. Quand vous allez à San Pedro, on va vous accueillir avec le Dinino. Ce sera le piment, la noix de cola. Quand vous arrivez dans la zone centre et centre nord et centre-ouest, chez les Akans, grand groupe peuple baoulé, ils vont vous accueillir avec du bandit, ils vont courir, tu vas voir, ils vont courir là, attraper un coq là-bas pour en faire une soupe de kégenou. Ensuite, ils vont demander les nouvelles. Vous allez aller chez les Sénoufos, ils vont vous accueillir aussi avec leur rite traditionnel, avec la danse et consorts et tout. Donc, pour dire que l'élément important d'abord, c'est l'accueil. Donc, une fois que la communauté, elle a ses us, là, elle a ses pratiques, elle va s'intéresser, elle va voir que, ah, ce que j'ai comme patrimoine culturel, matériel et immatériel peut servir à faire venir des touristes. Et ce qui est important dans cette politique-là. Donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut emmener les populations locales et riveraines à s'intéresser à la visite des touristes, s'intéresser à la manière de véhiculer l'offre touristique. Et c'est important. Mon anecdote, par exemple, quand je disais que je revenais de voyage après quelques mois dans certains pays à fort potentiel touristique et à fort taux de pénétration, tels que Zanzibar, Afrique du Sud, et je me suis dit, je vais faire Asprey. Je vais tester quelqu'un Je pour vais tester voir comment est-ce le que, tourisme ivoirien. même pas le tourisme ivoirien est déjà à l'accueil. L'accueil. Parce que quand tu arrives à tout petit aéroport de Zanzibar, l'accueil, la fluidité, c'est véritablement important. C'est le e-visa. Vous réglez, vous coûtez $90, bien comme $, vous passez rapidement, on vous accueille avec le sourire. Le mot que vous allez entendre le plus à Zanzibar, c'est, comme on appelle le mot en Swahili, là, Hakuna Matata. Vous allez entendre Hakuna Matata partout. Donc j'arrive à Abidjan,
Déjà, c'était tellement compliqué parce que j'étais avec une amie qui n'était même pas ivoirienne. Donc, l'administration, la police, etc. et tout. Et quand on sort, on décide d'aller en taxi. Je prends le taxi et moi, je rigole, je demande au taximètre, on vient d'arriver à Abidjan, on ne sait pas quoi faire à Abidjan. Notre chauffeur avait du mal à nous présenter les atouts touristiques. Il me dit, bon, vous pouvez aller voir la basilique. Bon. D'abord même là, manger Zegen d'abord. Après, donc j'étais là, j'étais, ah ouais. Pourtant, dans certains pays, c'est différent. Un taximètre est d'abord l'ambassadeur de son pays. Pour ceux qui sont en France, les Espagnols, les Chinois, quand vous arrivez, même quand vous passez le concours pour être chauffeur de VTC en France, il y a la partie C'est qui est pareil aussi destinée. pour les taxis londoniens. Exactement. Il y a la partie où vous avez un test sur la culture générale, culturelle, le patrimoine français. Donc, du coup, quand le chauffeur de taxi parisien vous prend, il va mieux vous vendre le patrimoine de la France, la gastronomie, etc. et tout. Limite, même votre transfert de votre aéroport à votre chambre d'hôtel, il est bien maîtrisé et calibré. Vous avez des informations clés qui vont vous pousser à tomber dans l'amour française. Donc c'est là que ça commence. C'est pour ça que je dis pour moi, il est important d'inculquer l'envie, la promotion, l'engouement chez les nationaux. C'est très important. Et c'est dit, c'est intéressant à entendre. Donc, quelque part, il faudrait, en plus donc de l'information qui doit passer, donc de savoir les sites qui existent, ainsi de suite, en plus de l'implication donc des communautés qui devraient mettre à contribution donc leurs us et coutumes dans tout le parcours touristique en Côte d'Ivoire, il faut aussi créer un cadre où ceux qui sont censés donc accompagner le touriste depuis l'aéroport jusqu'à la fin de son tour, il faudrait qu'il soit éduqué aussi Absolument, à la absolument, vente donc des absolument. potentialités du Là, pays. on tombe maintenant dans le qualitatif, dans tout ce qui est qualitatif, comme tu Justement, l'avais dit on a en parlé du entame. quantitatif, donc maintenant on est dans la qualité. Alors, vous savez, je suis une personne. Mon but, c'est pas d'être légendaire. J'y suis dans le tourisme par passion. Donc, le but pour moi, c'est d'arriver à transférer cette passion que j'ai chez l'agriculteur que j'ai en face de moi. J'ai envie de donner l'envie. Alors, quand on pousse le consommateur qui est de l'étranger ou qui, peu importe, parce que moi j'arrive à convaincre les gens, les locaux, à aller en vacances. Et lorsque toute la procédure clientèle, le mailing, le relance, la validation, etc., et tout est fait, et qu'en fin lorsqu'on rentre dans la pratique, la consommation même, le client va être dégoûté parce qu'il a mal dormi, soit il a eu un guide pas formé qui lui a donné des informations qui ne sont pas correctes, parce que ça arrive. On a une multitude, une histoire, le guide A va vous expliquer l'histoire, le guide B va vous expliquer une histoire qui est totalement différente, parce qu'on n'a pas de guide qualifié. En Côte d'Ivoire, le véritable problème, on a des guides pas qualifiés, pas du tout Généralement multilingues. sur les sites, on prend deux, trois jeunes du village C'est qui... même pas qu'on prend deux, trois jeunes. Le chef du village va regarder la personne la plus outillée, elle va vous mettre à disposition. Il faudrait donc... Aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont guides reconnus et connus de l'ancienne génération que moi je connais, les chéris Bibi et consorts et tout, c'est des personnes qui sont venues d'abord par passion, ensuite avec l'art oratoire et la transmission des valeurs de l'histoire sur place. On crée tout un narratif qui donne envie de Exactement, qui donne revenir, envie de mais revenir. surtout qui permet de retenir. Voilà, qui permet de retenir. Donc, lorsqu'on finit d'abord tout le process, nous en agence, de convaincre le client, faire des relances, le mailing, validation, paiement et consorts, qu'on rentre dans la consommation clientèle et que le client va être dégoûté ou bien pas satisfait parce que pour ce qu'il a payé, il n'a pas eu l'expérience qu'on l'a vendu. Tout simplement parce on que le rappelle soit encore, c'est ça. Le tourisme, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Soit on va rappeler tout simplement parce qu'il y a un guide qui n'est pas qualifié ou qui n'a pas respecté les heures du rendez-vous, ou de l'hébergement n'a pas été à la hauteur par rapport au client. Tout simplement, le serveur a mal parlé, ou la nourriture n'était pas ça, ou tout simplement le transport mis à disposition du client n'est pas de qualité, etc. et tout. Donc il y a des éléments qui vont venir gâcher
tout le travail que vous faites. Et finalement, c'est l'agence qui en prend un coup. Moi, j'en ai pris coup, hein. J'en ai pris beaucoup de coups. J'imagine. Effectivement, tu as des clients qui ne sont pas contents du service, mais qui vont te le faire savoir. Pas bien des manières, que ce soit sur les réseaux, que ce soit de manière verbale, physique. Ou, Parce que toi, en tant que promoteur, tu utilises les réseaux pour valoriser les destinations. Autant ces mêmes réseaux-là peuvent autant ces mêmes servir réseaux-là, en termes de retour d'expérience. c'est une âme très importante. Mais ce que je rassure aujourd'hui, c'est de dire qu'on est une start-up. On a commencé en 2020, 2019. C'est 5 ans. Mais 5 ans avant, par amour du pays, Moi, j'ai voyagé énormément. J'ai consommé beaucoup de produits touristiques ici et ailleurs. Quand je me suis lancé, j'ai pris le temps de véritablement connaître les sites, les étudier et ensuite les proposer. Et aujourd'hui, on est dans cette optique de professionnalisation des guides avec, merci à Samuel Ayer, président Cosson, à la Fédération des guides aujourd'hui, parce qu'ils sont des brand ambassadeurs aussi également du milieu touristique. Donc, il y a la formation continue. Maintenant, au niveau des hôtels, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une plateforme où on a des hôtels qui ont des commodités quand même peuvent compétir avec l'international. On a Adagio Hotel Apart qui vient de s'installer. On a tout le groupe Accor avec différentes franchises qui sont là. On a aussi des promoteurs nationaux qui font l'effort de se mettre en avant, dont je salue au passage Mme Koulibaly, qui est la directrice de Iris Monkorogo, qui est un réceptif hôtelier à Korogo. Mais donc, quand tu envoies le client, Normes internationales. qui sont en normes internationales, le service est de qualité, la nourriture est de qualité, les commodités, les douches sont séparées, le carré de lit est bien fait, les éléments sont propres, tu ne verras pas des carreaux de douche avec des séparations nuisibles ou des éléments nuisibles dans la chambre. C'est ça qu'on demande aux promoteurs. Vous voyez, c'est difficile parce que généralement, les gens, ils viennent au secteur par passion comme moi. Ici, ils forment, ils continuent, ils font la formation continue. Moi, je continue à me former. Mais au niveau de l'hôtellerie, les gens, ils vont construire, ils vont prendre leur neveu, leur nièce et construire, ils vont mettre dans les hôtels. Donc, le service, c'est pas ça. Il y a beaucoup à faire et je pense que la Côte d'Ivoire est en de bonnes marches. Comme je dis, le ministre fait beaucoup Très d'efforts bien. avec son Justement, équipe. on va en parler. On va parler du cadre institutionnel. Au Ok. début, on avait parlé de Côte d'Ivoire Tourisme. Je pense que c'est le moment de revenir là-dessus. Au niveau institutionnel, qu'est-ce que le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, les agences gouvernementales mettent en place en termes de réglementation justement pour accompagner le secteur? Alors, cette question-là, elle est un peu. Elle est très délicate. Alors, pour être un acteur, moi qui suis un acteur clé, un acteur majeur de l'écotourisme en Côte d'Ivoire, je travaille avec des institutions, des promoteurs hôteliers, des agences de voyage avec qui je collabore. Ça, c'est l'une de mes forces aussi parce que je collabore avec beaucoup d'agences de voyage. Je vais collaborer avec Loisirs Ivoire, je vais collaborer avec Dim Voyage. Là, aujourd'hui, je suis à ma quatrième collaboration puisque je collabore aussi avec Carré Premium. Je collabore maintenant avec One Service parce que lorsque je veux enrichir mon catalogue, je vais vers la personne qui maîtrise le secteur, qui est là plus de 10 ans, qui a de bons outils pardon, pour m'inculquer et améliorer mon offre. Ça, c'est important. Ça, vous devriez le faire aussi, les autres promoteurs d'agences. Créer une synergie, se mettre ensemble et valoriser. Le marché, il est grand, il y a la place pour tout le monde. Donc, Pas de compétition, machin. parce qu'après, de toutes les façons, c'est la Côte d'Ivoire que vous C'est la Côte vendez. d'Ivoire qui gagne. Ce sont les mêmes Aujourd'hui, sites. comme aujourd'hui, le Maroc est la destination la plus attractive avec pratiquement plus de 20 millions de touristes. C'est pas une seule agence qui fait cela, c'est toute une communauté d'agences. C'est vraiment le résultat d'une synergie. Exactement. Je vous ai dit que j'étais en Afrique du Sud, je suis allé en tant qu'acteur du tourisme. Les Sud-Africains m'ont mis dans un groupe WhatsApp où il y avait tous les autres acteurs du tourisme. Et ils se posent des questions. Ah, j'ai un client, j'ai un couple qui va à Serengeti. Moi, j'ai pas de disponibilité sur ma 4x4 pour les transférer à Joburg. Est-ce que toi, tu as de la disponibilité? Oui, et qu'on sort et tout. C'est que ça, en fait, en réalité. Donc, pour revenir à tout, qu'est-ce qui est fait par tous ces éléments, ces personnes qui sont dans l'écosystème du tourisme, le ministère du Tourisme est l'entité qui est censée réguler, Fédérer, réguler. et aussi institutionnaliser les actions qui sont faites. Donc, il crée une plateforme saine entre acteurs publics et privés, informer, renforcer, mettre des codes. Côte d'Ivoire Tourisme est l'entité qui est censée faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire, s'occuper aussi des acteurs tout en les mettant à disposition des normes à jour, des compétences, etc. et tout, et en les appuyant.
Moi, je ne sais pas, mais je travaille beaucoup avec Côte d'Ivoire Tourisme au jour d'aujourd'hui, il faut le dire clairement, parce que Côte d'Ivoire Tourisme aujourd'hui est l'entité qui me conseille, qui m'aide dans ma promotion et qui valorise avec moi sur le terrain les différents sites touristiques. Au niveau des agences, comme je l'ai dit, il faut créer une collaboration, une plateforme de rencontre et de formation continue, et puis étudier le marché pour pouvoir ensemble se mettre toujours aux normes internationales. C'est assez intéressant C'est passionnant. c'est passionnant de revenir là-dessus parce qu'on se rend compte que la Côte d'Ivoire a des potentialités encore inexplorées et justement peut-être ce cadre. Moi, ça, je le dis avec un grand sourire quand tu me poses cette question en termes de potentialité de la Côte d'Ivoire. Le tourisme d'affaires fait la destination. Okay. Le tourisme d'affaires aujourd'hui attire de plus en plus des personnes parce que Abidjan est une plateforme non négligeable en termes d'économie dans la sous-région, d'opportunités d'économie. Donc, la première attraction qui fait consommer réellement, qui fait tourner l'écosystème, c'est le tourisme d'affaires. Vous pouvez le voir avec Accor, Sofitel, les conférences, les panels, les consorts et tout. Mais pour faire durer ces touristes-là, il faut les intéresser au potentiel du tourisme, du pays, pardon, potentiel touristique du pays. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a une tendance qui change. Aujourd'hui, on parle d'hôtel-boutique. Pourquoi on parle d'hôtel-boutique telles que Maison Panier, Maison d'Akula, Palais d'Aqua, etc. Parce que le consommateur, finalement, l'homme d'affaires, il change de comportement. Il a une attitude qui est changeante. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'un cocon beaucoup plus qui les rappelle chez eux. En plus, avec une large palette de services à apporter. Avec une large palette de services à apporter, mais en même temps qu'ils vivent dans le groove de la ville. Et comme ça, avec une carte qui mixe entre l'afrofusion, avec des soirées night au sein DJ, consorts et tout, culturel, qui met en avant la musique, les sonorités locales, ça pousse le client finalement à se dire, j'ai envie de revenir en Côte d'Ivoire, mais il va se dire, prochainement, si je reviens, j'irai plus loin. Parce que cette hôtel boutique-là a laissé, via le décor, les arts, les sculptures et consorts, l'envie de poursuivre son aventure. Donc c'est pour ça, quand on parle de potentialité, la Côte d'Ivoire a beaucoup à offrir. Et j'adore parce que je me dis, les gens qui me disent que je fais de l'écotourisme vont finalement me rejoindre. Moi, mon objectif, c'est pas de faire de l'écotourisme et à garder et de dire que je me limite à faire des bons actes, mais de me dire je fais de l'écotourisme parce que quand vous allez venir en Côte d'Ivoire, moi, je vais vous donner l'envie de vivre une aventure tout autre. D'aller à la rencontre des hippopotames de Tia-Salé, d'aller voir Ahmed l'éléphant à Boaké, d'aller voir les baleines, les dauphins à Grand Bérébu, à San Pedro ou à Jacquesville, de baigner dans les rythmes de tradition, de danse, de folklore à Korogo, ou bien tout simplement de manger le bon à Tchéké, tu vois, dans un atelier à Tchéké à Blocos avec les femmes, rire avec les enfants du village, se baigner dans un narratif, pour moi, qui fait même l'essence de la Côte d'Ivoire, qui fait même de la Côte d'Ivoire le pays de l'hospitalité. Tu en parles avec beaucoup de passion. Parce que ça me passionne. On ne terminera pas cette émission aujourd'hui si je te laisse poursuivre. Mais c'est très intéressant. Ça me permet donc de te demander ce qui est fait aujourd'hui dans le secteur en termes d'innovation et puis en termes de nouveaux projets qui arrivent. Comment est-ce que ça se présente? Bienvenue dans la rubrique Les actualités du secteur. Là, tu deviens mon chroniqueur en même temps. Non, mais allons-y. Mais avec beaucoup de plaisir. Je suis une personne qui aime beaucoup se cultiver. Alors, il faudra savoir qu'aujourd'hui, dans le secteur, on a l'innovation au niveau de la digitalisation. Donc, aujourd'hui, je vois de plus en plus des influenceurs qui font vraiment la promotion de la Côte d'Ivoire. Donc, pour citer que cela, Franck Edja, moi-même, votre hôte, et puis Afrofoodie, l'adresse de chez nous, le blog de Kwame, Sublime Côte d'Ivoire, même ses plateformes, Côte d'Ivoire Touriste aussi ses plateformes, c'est que la digitalisation a permis pour repositionner la Côte d'Ivoire, puisque comme on est sur le digital, qui a une globalisation, une mondialisation, on est visible aujourd'hui. Il y a une très bonne portée. Il y a une très bonne portée. Une bonne visibilité, justement. Ça se porte bien. Donc, du coup, on a la diaspora qui a envie de rester toujours connectée. Donc, du coup, ça fait qu'au sein du ministère, dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans le secteur, comme actualité, on a le bureau de tourisme qui ouvre en Chine.
On a le bureau de tourisme qui est aujourd'hui à United Kingdom en Angleterre et ses provinces. On a le bureau du tourisme en France en partenariat avec l'ambassade qui organise beaucoup des événements. Il y avait le salon africain du livre où la Côte d'Ivoire était présente. Il y avait le bureau du tourisme de Côte d'Ivoire au Brésil pendant le carnaval a marqué son coup sa présence. La journée de la francophonie aussi qui était un événement très marquant pour le bureau de tourisme en Chine qui a mis en valeur la gastronomie. Et l'actualité du tourisme aussi est important de savoir que maintenant chaque année il y a un thème. Donc le thème qui met en avant la destination cette année, c'est la gastronomie. Dans une vision à long terme, notre ministre est un homme de vision. Il a pensé à la gastronomie. On espère l'avoir ici en interview un jour pour qu'il nous en parle. Pourquoi pas. C'est un homme très mauvais. Je compte sur toi pour faire la connexion. Je vous prends un témoin. Hein. Il va faire la connexion. Monsieur le ministre, vous êtes invité à venir dans Vécu. C'est un homme de vision. C'est un homme qui fait tout pour mettre la Côte d'Ivoire là où il faut. Et c'est à saluer. D'accord, je pense que là, on a fait le tour. On a de bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas pour le tourisme ivoirien. On espère que l'écosystème va se mettre en place et puis ça va encourager le tourisme en interne et aussi le tourisme en externe parce que la Côte d'Ivoire sera mieux vendue avec tout ce qui est mis en place. Exactement, tout ce qui est mis en place. Donc, je vais faire ricocher pour dire, nous, au niveau de l'agence d'Hippotrip, on a des catalogues aujourd'hui assez variés. En plus de on mettra justement le lien de la page de Diprotrip pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent organiser des sorties, découvrir la Côte d'Ivoire et même au-delà. Parce que même au-delà, voilà. Donc on mettra le lien et puis comme ça vous verrez tout ce que David Diakité fait pour la Côte d'Ivoire et le tourisme ivoirien. En tout cas, Daouda, merci pour ta disponibilité. Merci d'être venu sur le plateau de Vécu, parler de tourisme, répondre surtout à la question de pourquoi est-ce que le tourisme est aussi cher en Côte d'Ivoire. On espère que tes réponses, tes éclaircissements ont permis quand même aux uns aux autres d'appréhender toute cette problématique, parce qu'il n'y a pas qu'un seul problème, hein, il y en a plein. On espère donc que tu as apporté tous ces éléments de réponse là et qu'ils vont comprendre que c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place et puis voilà, évoluer. On espère aussi vraiment t'avoir aussi pour aborder d'autres sujets comme l'économie du tourisme. Effectivement, voilà. C'est vraiment important parce que ici les Ivoiriens n'ont pas d'éducation financière et ils ne savent pas aussi que les vacances, les voyages, ça se planifie et que voilà, il y a toute la multitude d'outils qui peuvent te permettre de pouvoir créer une épargne pour ton loisir. Merci encore et puis on se retrouve très bientôt. Très bientôt. Alors, chers amis, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi Vécu sur cette émission qui faisait un tour dans le monde du tourisme, de l'industrie du tourisme, de comment est-ce que ça marche, des problèmes qui sont liés au secteur. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas en commentaire à laisser vos avis, à laisser vos préoccupations. On continuera toujours d'y apporter des réponses. N'hésitez aussi pas à aller suivre Diprotrip, qui est une page qui propose justement, donc une entreprise on va dire qui propose des plans de découverte ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. On espère que vous allez y trouver votre bonheur. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Vécu. D'ici là, portez-vous bien.